Bonjour les amis, bienvenue sur CYP Stories. Abonnez-vous à cette chaîne pour découvrir des histoires incroyables. N'oubliez pas d'aimer et de partager. N'hésitez pas à nous laisser un commentaire. L'arôme du riz jalaf emplissait leurs petits 2 pièces d'énugu, mais Keneshukwa en avait à peine le goût. Il était assis au bord du lit, la tête entre les mains, la sueur ruisselant sur son front malgré le ronronnement du ventilateur de plafond. Le poids de sa ruine financière pesait sur lui comme du ciment frais. Ses dettes de jeu avaient grimpé au-delà de ce que ses mensonges pouvaient dissimuler, et les usuriers, des hommes aux cicatrices tribales et aux yeux de machette, étaient venus frapper à sa porte ce matin-là, ne laissant derrière eux qu'un miroir brisé et des menaces sanglantes. Edora, sa femme depuis 4 ans, était partie rendre visite à sa mère, inconsciente de l'effondrement de la forteresse qui entourait leur mariage. Keneshukwa arpentait la pièce, fumant cigarette bon marché à la chaîne, ressassant les menaces dans sa tête. Il avait supplié, rampé, et même promis de vendre les terres de son défunt père, mais les hommes de main s'étaient moqués d'eux. « Tu n'as rien, disait-il. Accepte-la. » Quand Edora revint plus tard dans la soirée, fredonnant un chant de louanges et portant un sac d'oranges, elle trouva un mari au bord de l'implosion. Il lui annonça la nouvelle en fragments incohérents, dettes, dangers, échéances à respecter. Ses yeux s'écarquillèrent, la panique la prenant d'assaut. « Alors, que faisons-nous » demanda-t-elle. Et c'est là que Kene lui a parlé d'une solution. Un riche homme de Lagos, handicapé par un accident de voiture, seul et amer, avait proposé de payer la dette de Kene, soit 15 millions de naira nigérians. La condition ? Une année de compagnie avec Edora. Pas d'attache, pas d'amour, juste des cadeaux. Considérez cela comme un contrat, dit Kene, les yeux écarquillés. Tu seras en sécurité. Tu reviendras. Nous serons riches. Edora le fixa du regard, l'homme pour qui elle avait autrefois prié, l'homme en qui elle avait confiance. Son silence était volcanique. La trahison ne résidait pas seulement dans l'offre. Elle résidait dans le fait qu'il l'avait envisagée et avait déjà accepté. Le voyage vers Lagos fut entouré de silence. Kene avait menti à Edora, ils allaient rencontrer un investisseur pour une nouvelle entreprise d'exportation. Elle était assise à côté de lui dans le bus, les lèvres tremblantes mais silencieuses, s'accrochant encore au fragment d'espoir que peut-être, juste peut-être, tout cela n'était pas réel. Mais lorsqu'ils arrivèrent à Akwa, et qu'un SUV noir les escorta à travers les grilles en fer d'un vaste complexe, son cœur se serra. Le manoir se dressait devant elle, opulent mais froid, comme s'il avait oublié ce qu'était un foyer. Puis il émergea. Chef Abadak. Un homme d'une 50aine d'années, assis dans un fauteuil roulant motorisé sur mesure, vêtu d'un cafetan blanc immaculé, le regard fixé sur rien. Il ne souriait pas. Il l'observait simplement, la mesurait, comme on inspecte un tableau non commandé. Kene, debout à ses côtés tel un mendiant devant un roi, la présenta d'un ton raide. « Voici ma femme, Edora. » Le silence qui suivit parut éternel. Finalement, le chef prit la parole. « Tu resteras 1 an. Tu respecteras mes règles. Il n'y aura aucune intimité sans accord. Vous serez indemnisé. Et la dette sera effacée. » Edora sentit ses genoux faiblir. Elle regarda Kene, s'attendant à ce qu'il craque et dise que c'était un test. Au lieu de cela, il acquiesça d'un hochement de tête. « Elle est à vous, monsieur. Nous avons tout signé. » Les mots étaient des couteaux. Elle avait envie de crier, de courir, de le maudire et de le réduire en poussière. Mais la pensée de sa mère, seule, vieillissante et à la merci de ces mêmes créanciers la retenait. Sa voix se brisait lorsqu'elle parlait. « Et si je refuse » répondit l'avocat du chef, assis dans un coin avec une mallette. « Alors, la vie de votre mari est perdue. Et peut-être celle de votre mère aussi. » À cet instant, Edora réalisa que quelque chose de plus profond que la trahison s'était produit. Elle n'avait pas seulement perdu son mari. Elle avait été mise à prix, emballée et vendue. Le contrat était épais, au moins 20 pages, relié dans une chemise en cuir estampée du blason du chef Abadak. Edora le lut lentement, chaque clause lui ôtant toute couleur de peau. Aucune relation personnelle. Aucune communication externe sans approbation. Aucun départ avant la fin du mandat d'1 an ou la résiliation par le chef. Une clause mentionnait même les débordements émotionnels. Ce n'est pas un mariage, précisa l'avocate d'un ton monocorde. C'est un contrat de vie commune. Ses mains tremblaient tandis qu'elle tenait le stylo.
La pièce était lourde de silence. Kin était déjà parti, prétextant opportunément ses arrangements de voyage. Quel lâche! Le chef Abadak resta de l'autre côté de la pièce, lisant un journal, complètement indifférent à l'instant où il avait acheté la dignité d'une femme. Edora signa, non pas parce qu'elle acceptait son sort, mais parce qu'elle avait choisi d'y survivre pour Mama Ebera. Pour elle-même. Cette nuit-là, son nouveau monde commença. On lui offrit une chambre d'amis à côté de la suite principale, décorée d'or et d'ivoire discret, luxueuse mais vide. Le personnel évitait tout contact visuel. Des murmures emplissaient les couloirs. Elle essaya de prier, mais les mots refusèrent de venir. Seule dans le grand silence, Edora se sentait comme un oiseau en cage de verre, vue, admirée, mais complètement prisonnière. Elle repensa au jour de son mariage, aux promesses, à l'avenir qu'elle avait imaginé. Tout avait disparu. Remplacé par une signature et une condamnation, 1 an dans une prison dorée. Elle jura silencieusement qu'elle ne pleurerait pas. Ni pour Kin, ni pour cette maison. Si elle devait endurer, elle le ferait la tête haute. Le monde avait signé un contrat avec elle. Mais son esprit, son âme, resteraient impunis. Au matin, Edora sortit de sa chambre et pénétra dans un palais. Les sols en marbre brillaient sous ses pieds nus. Des lustres en cristal capturaient le soleil levant, projetant des reflets dorés sur d'anciennes peintures à l'huile et des bustes en marbre. Pourtant, tout semblait froid, sans âme. Elle croisa des membres du personnel qui hochèrent brièvement la tête, les lèvres pincées par le jugement. Au petit déjeuner, le chef Abadag ne la rejoignit pas. Ses repas étaient pris en privé, lui avait-on dit, et son emploi du temps ne la concernait pas, sauf s'il demandait sa présence. Elle mangeait seule, chaque bouchée empreinte du goût métallique de l'humiliation. Elle était devenue une ombre au sein du royaume d'un inconnu. Ses journées tombaient dans la routine, se réveiller, s'habiller, arpenter les couloirs résonnants, s'asseoir dans la véranda en faisant semblant de lire. Le manoir était beau, mais sans chaleur. Le chef Abadag restait un fantôme, aperçu seulement lors des séances de thérapie ou sur la véranda avec son assistante Dick. Le 3e jour, elle essaya de lui parler, de lui faire un salut poli. Il la dépassa sans un mot. Dick, un homme corpulent à la voix douce, lui lança un regard d'excuse. « Ne le prenez pas personnellement, madame, dit-il doucement. Le chef n'a plus l'habitude de la compagnie. » Mais Edora savait qu'il n'en était rien. Ce n'était pas une ignorance, c'était un mépris intentionnel. Elle n'était pas une personne pour cet homme. C'était une transaction. Un service rendu. Et les murs de ce manoir se refermaient sur elle comme des chaînes de velours. Elle apprit l'accident par l'un des intendants les plus âgés. Il y a 5 ans, la voiture du chef Abadag avait été propulsée du pont de l'Eki par un conducteur ivre. Sa colonne vertébrale avait été brisée. Sa vie, plus encore. Après des mois de soins en Allemagne, il est revenu à Lagos non plus comme le lion qu'il était autrefois, mais comme un homme à l'orgueil brisé. Sa femme, avec qui il était marié depuis 14 ans, l'a quitté quelques semaines après son retour. Selon certaines rumeurs, elle le considérait comme un fardeau inutile. Ses frères et sœurs lui ont arraché ses parts de l'entreprise familiale. Il ne restait plus qu'une ombre d'homme, riche de fortune, mais désespéré. Edora écoutait en silence, absorbant chaque information non pas avec pitié, mais avec compréhension. Pour la première fois, elle vit son amertume non pas comme de la cruauté, mais comme une armure. Un soir, elle le vit regarder la pluie depuis le patio, une couverture sur les jambes. Leurs regards se croisèrent. Elle s'attendait à ce qu'il détourne le regard, mais il ne le fit pas. Au lieu de cela, dit-il, tu gaspilles ton énergie ici. Je ne suis pas ta mission de sauvetage. Elle s'avança vers lui, non pas avec arrogance, mais avec grâce. Je ne suis pas venue pour vous sauver, chef, dit-elle doucement. Je suis venue parce que le monde ne me laissait pas le choix. Mais ça ne veut pas dire que je ne te verrai pas. Une lueur passa dans ses yeux, du ressentiment, peut-être, ou de la curiosité. Il ne dit rien de plus. Mais elle remarqua que ses épaules se détendaient, légèrement. Dans une maison emplie de silence, ce moment fut un coup de tonnerre. Le manoir était peut-être enveloppé d'or et de silence, mais à l'intérieur d'Edora, une tempête grondait avec une violence silencieuse. Chaque jour, elle se levait tôt, s'habillait modestement et se tenait avec la dignité de quelqu'un refusant de s'effondrer sous des chaînes invisibles. Elle nettoyait sa chambre malgré la présence du personnel,
arpentait les couloirs avec prudence et gardait la tête haute même lorsque les murmures s'intensifiaient. Le personnel de maison la traitait avec une indifférence méfiante, certains même avec dédain, la considérant comme une simple chauffeuse de lit rémunérée. Le chef Abadag restait distant, reconnaissant rarement son existence, sauf nécessité. Mais Edora, malgré son orgueil blessé, remarqua quelque chose, la façon dont son regard s'attardait parfois trop longtemps sur son reflet dans la vitre, ou la façon dont il l'écoutait lorsqu'elle parlait à Dag dans le couloir. Il n'était pas indifférent. Il observait. Attendait. Testait. Mais elle aussi l'observait. Elle remarquait ses rituels nocturnes, sa façon de fixer le piano poussiéreux du salon sans jamais le toucher, sa façon de refuser qu'on l'aide à se raser, comme s'il s'accrochait à un fragment de contrôle. Il parlait peu, mais dans son silence, Edora voyait la douleur, pas le pouvoir. C'était devenu son combat silencieux, pour se maintenir dans un lieu qui voulait la redéfinir, mais aussi pour voir l'homme derrière l'argent, derrière la chaise. Ses pensées étaient partagées entre le chagrin de son mariage brisé et le ressentiment d'avoir été mise en gage. Pourtant, plus elle passait de temps entre ces murs, plus elle comprenait qu'il ne s'agissait pas seulement d'un contrat. Il s'agissait de deux personnes brisées, prisonnières de rôles écrits par d'autres. Et peu à peu, une étrange forme de reconnaissance s'est développée, comme deux fantômes se croisant dans un couloir, essayant tous deux de se rappeler comment vivre. C'était un jeudi pluvieux. Le chef Abadik avait attrapé un rhume, une maladie courante, mais pour un homme à mobilité réduite, la maladie le frappait avec une intensité cruelle. Le personnel se précipita, ne sachant que faire après avoir appelé le médecin. Edora, ignorant le protocole, entra dans sa chambre sans frapper. Il était pâle, emmitouflé dans d'épaisses couvertures, mais tremblant, la mâchoire serrée dans un silence obstiné. Lorsqu'elle lui proposa de l'aider à manger, il ricana. « Je ne suis pas ton œuvre caritative, dit-il d'une voix rauque. » Mais elle ne recula pas. Elle apporta de la soupe au poivre chaude de la cuisine, lui banda les pieds et s'assit à côté de lui sans un mot. Pour la première fois, il ne se leva pas, peut-être par manque de force, ou peut-être parce qu'il avait besoin d'être vu, vraiment vu. À la lueur vacillante des bougies, ses yeux ressemblaient moins à de l'acier qu'à des miroirs, reflétant l'épuisement, le regret et une infime trace de gratitude. Cette nuit-là, tandis que l'orage hurlait à travers la propriété, il parla. Pas grand-chose, juste des bribes. Je jouais du saxophone avant l'accident, murmura-t-il. Elle disait qu'elle ne pouvait pas aimer la moitié d'un homme. Edora ne répondit rien, se contentant d'écouter. Parfois, la guérison commence par le silence, par une présence qui n'exige aucune explication. Il a évoqué la trahison de son ex-femme, la tentative de ses frères et sœurs de s'emparer de ses biens, la pitié qui l'étouffait plus que la blessure elle-même. Edora n'offrait pas le réconfort des clichés. Elle ne lui avait pas dit qu'il était toujours un homme ou que tout irait bien. Elle avait simplement posé un linge chaud sur son front et murmuré « Tu as le droit de ressentir ». À cet instant, le chef Abadik, qui l'avait acheté comme une propriété, la vit non pas comme un contrat, ni même comme une femme, mais comme une lumière vacillant dans l'obscurité qu'il croyait permanente. Les jours passèrent, et tandis que la maladie de Schiff s'atténuait, quelque chose d'autre changea chez Edora. Elle avait commencé à passer ses soirées à lire sous la véranda, à siroter du thé, son esprit s'installant peu à peu dans un calme provocateur. Un matin, Ngozi, une amie d'Enugu et l'une des rares personnes en qui elle avait encore confiance, réussit à lui faire parvenir une lettre par l'intermédiaire d'un membre du personnel de cuisine. La note était brève mais explosive. King n'était plus à Enugu. Il avait emménagé avec une femme nommée Uju, affirmant qu'Edora s'était enfuie avec un milliardaire de Lagos. Il dépensait sans compter et n'avait aucune intention d'honorer ses vœux de mariage. La dernière phrase de Ngozi la bouleversa, il n'avait jamais prévu de revenir. Il t'a échangé, puis a célébré. Edora le lut 3 fois, chaque mot frappant plus fort que le précédent. Il n'y eut pas de larmes. Seulement un silence épais et sec qui pesait sur sa poitrine comme du plomb. Elle n'a pas fait irruption dans la chambre du chef. Elle n'a pas maudit le ciel. Au lieu de cela, elle est allée dans la salle de bain, s'est regardée dans le miroir et a dit à voix haute « Je ne pleurerai plus jamais pour cet homme ». C'est à ce moment-là qu'Edora cessa son deuil. King avait déjà enterré leur mariage, elle fermait simplement le cercueil. Quoi qu'il advienne ensuite, décida-t-elle, ce serait à ses conditions. Elle n'était pas veuve. C'était une survivante. Et si elle devait rester encore un peu dans cette cage dorée, elle le ferait non pas par honte,
mais avec stratégie. Ce soir-là, le chef l'invita dans la salle de musique. C'était la première fois qu'il l'invitait dans le manoir. La grande pièce était immobile, avec un étui de saxophone poussiéreux posé sur une table, fermée comme une tombe. Il lui fit signe de s'asseoir, puis commença à parler, non pas comme un magnate, mais comme un homme en pleine déconfiture. Il raconta son accident sur le pont Lecky, comment il avait conduit pour empêcher sa femme de monter à bord d'un avion, et qu'elle avait découvert sa liaison avec une femme plus jeune. L'ironie le piquait encore. Il a perdu l'usage de ses jambes en essayant de préserver une personne qu'il avait déjà perdue émotionnellement. La culpabilité ne l'a jamais quitté. Après l'accident, sa femme est restée exactement 2 mois avant de disparaître. Elle n'a pas pleuré en partant. Elle a juste fait ses bagages et dit « Maintenant, c'est toi qui es coincé ». Adora écoutait en silence, sans porter de jugement. Elle commença à comprendre la carapace fragile qui entourait les émotions du chef, sa façon de repousser la gentillesse comme un homme chasse les mouches. « Tu n'es pas le seul à avoir été vendu, dit-il soudain, les yeux humides. J'ai été vendu aussi, au silence, au souvenir, à la douleur. » Ces mots la surprirent, car ils faisaient écho à sa propre vérité enfouie. Le contrat lui donnait peut-être l'impression d'être possédé, mais la douleur l'avait lui aussi transformé en prisonnier. Dans le silence pesant, elle murmura quelque chose auquel il ne s'attendait pas, « Peut-être méritons-nous tous les deux mieux que d'être hantés. » Il ne répondit pas. Mais ce soir-là, en rentrant dans sa chambre, elle trouva un recueil de poésie devant sa porte. Un geste silencieux. Un début. 2 semaines plus tard, le calme fut perturbé par l'arrivée de Kisholm, la filleule de Schiff. Fraîchement débarquée du Royaume-Uni, elle était féroce, élégante et n'avait pas peur de dire ce qu'elle pensait. Sa première interaction avec Adora fut empreinte d'un venin déguisé en charme. « Alors, tu es le nouvel invité » dit-elle en scrutant Adora de la tête aux pieds. Adora, imperturbable, répondit d'un ton neutre, « Tu dois être le chien de garde de la famille. » À partir de ce moment, la tension monta entre eux. Kisholm pensait qu'Adora était une chercheuse d'or, une autre opportuniste exploitant la vulnérabilité du chef. Au dîner, elle questionna les origines, l'éducation et les valeurs d'Adora avec une cruauté polie. Adora garda son calme, refusant d'être réduite à une caricature. Mais les soupçons de Kisholm n'étaient pas purement malveillants, ils étaient nés de l'amour. Elle avait vu Schiff souffrir après la trahison de sa femme et avait juré qu'aucune femme ne profiterait plus jamais de lui. Ce qu'elle n'avait pas anticipé, c'était la retenue d'Adora. Pas de supplication, pas de séduction, pas de larmes. Juste une dignité tranquille. Lorsqu'elle en a rajouté, lors d'un moment de tension, accusant Adora d'édulcorer le désespoir de son village, Adora s'est redressée, les yeux rivés sur elle. « Je viens d'un village, certes. Mais la dignité n'est pas quelque chose que j'ai laissé derrière moi sur la terre rouge. » La confrontation laissa Kisholm déstabilisée. Elle ne s'excusa pas. Mais plus tard, dans le couloir, elle jeta un regard neuf à Adora, pas de la chaleur, pas encore, mais peut-être les prémices du respect. Adora s'était habituée aux limites discrètes qui la séparaient du chef obédique, des limites qu'aucun d'eux n'osait franchir complètement. Mais un après-midi ensoleillé, elle reçut un appel de Gozi qui révéla quelque chose de plus profond. « Ta mère a déménagé » murmura Gozi au téléphone. « Vers un endroit plus agréable. Loyer payé en totalité pendant 2 ans. Frais médicaux pris en charge. Aucun nom n'est indiqué, mais nous savons qui a fait le coup. » Adora resta figée dans le couloir, le souffle partagé entre gratitude et incrédulité. Elle n'avait rien demandé. Elle n'avait même pas fait allusion. Pourtant, quelqu'un avait pris la peine d'agir. Cette personne, elle le savait sans qu'on le lui ait dit, c'était le chef. Il ne l'avait pas fait pour se faire un nom, mais pour une raison qu'il ne comprenait probablement pas lui-même. Ce soir-là, lorsqu'elle le vit à la bibliothèque, elle ne le remercia pas. Elle lui demanda simplement s'il voulait du thé. Un instant passa. Puis il hocha la tête. Dans le tintement discret de la porcelaine et le doux bruissement des pages qui se tournaient, un silence passa entre eux, un changement. Pas d'amour, pas encore. Mais peut-être de la confiance. Adora commença à voir l'homme derrière le contrat, non pas celui qui avait accepté de l'acheter, mais celui qui essayait, discrètement et maladroitement, de défaire ce que la vie avait endurci en lui. Chef, lui aussi, commença à s'adoucir, non pas en paroles, mais en actes.
Il fit repeindre sa chambre de sa couleur préférée sans même lui demander conseil, déposa devant sa porte des livres qu'il pensait qu'elle apprécierait, et commença à l'inviter à s'asseoir à ses côtés pendant ses séances de kinésithérapie. Sans le dire à voix haute, tous deux avaient commencé à privilégier les cadeaux aux performances. Adora aidait Kisholm à choisir le tissu pour les nouvelles tentures de la salle à manger lorsque Dick entra en toussant nerveusement. « Il y a quelqu'un ici pour voir madame, dit-il d'un ton sec. Lorsqu'Adora pénétra dans le hall d'entrée, le passé la frappa comme une vague de chagrin. Il avait l'air débraillé, plus maigre, mais conservait l'arrogance d'un homme qui n'avait jamais été obligé d'assumer sa cruauté. « Tu vis dans le luxe maintenant » ricana Teil, le regard scrutant le manoir. « Je mérite ma part. C'est moi qui ai fait en sorte que cela arrive. » Adora resta immobile, les poings serrés. Il sortit de sa poche arrière un journal froissé, montrant une photo granuleuse d'elle et de Shiv devant un centre de thérapie. « Je peux te ruiner avec ça. Ou tu me paies pour que je me taise. » Avant qu'elle puisse répondre, le chef apparut, entrant dans la pièce avec une précision calme et dangereuse. Sa voix était froide comme l'acier. « Tu viens extorquer la femme que tu as vendue ?» Kin eut un sourire narquois, mais hésita lorsque le ton du chef se transforma en un grognement. « Sors d'ici. Ou je m'assurerai que ton visage ne finisse qu'en première page d'un rapport de police. » Dick n'a pas attendu un second ordre. Avec un autre garde, il a sorti Kin. Adora resta silencieuse, tremblante, non pas de peur, mais de soulagement. Le chef ne posa pas de questions. Il la regarda simplement et dit, « S'il s'approche à nouveau de toi, il ne s'en ira pas sans un mot. » C'était la première fois qu'elle se sentait vraiment en sécurité dans cette maison. Et la première fois qu'elle commençait à se demander à quoi ressemblait la sécurité, l'amour et la dignité lorsqu'ils n'étaient pas exigés, mais donnés. Le lendemain matin, la tension montait dans le manoir. Le chef n'était pas descendu prendre le petit déjeuner, et quand Adora frappa doucement à sa porte pour prendre de ses nouvelles, il s'exclama, « Fais comme si tu t'en souciais. Ce coup d'hier, ça faisait partie du spectacle ? Fais venir Lex, mets le feu aux poudres, fais-moi sentir comme un sauveur. » Ces mots fendirent l'air comme des couteaux, sa douleur se cachant derrière la fureur. Adora, stupéfaite, ne put que cligner des yeux au début. Puis elle recula d'une voix égale mais féroce. « Je ne l'ai pas amenée ici. Et je ne suis pas celle qui vit encore dans des cages construites à partir de vieilles blessures. » Elle se détourna avant que sa voix ne se brise. Le chef fixa la porte close longtemps après son départ, honteux. En vérité, il n'était pas en colère contre elle, il était terrifié. Terrifié à l'idée que ses sentiments grandissants soient synonymes de faiblesse. Que s'il la laissait entrer, elle partirait comme tout le monde. Ce soir-là, Adora ne le rejoignit pas pour leur habituel thé partagé. Au lieu de cela, elle s'assit seule sur le toit terrasse, regardant les lumières de la ville scintiller comme des étoiles incertaines. En bas, Shiv se déplaça jusqu'au pied de l'escalier, écoutant le silence au-dessus, ne sachant comment s'excuser. Au fond d'eux-mêmes, ils comprenaient tous deux que les émotions n'étaient plus une négociation contractuelle, mais devenaient ce qu'aucun d'eux n'avait imaginé, la réalité. 2 jours plus tard, Adora accompagna Shiv à une séance de kinésithérapie à l'extérieur de la résidence. Il marchait, enfin, elle marchait, il roulait, dans le jardin de l'hôpital lorsque son fauteuil roulant fut soudainement secoué. L'une des roues avant s'était accrochée à une tuile cassée près de l'étang, et avant que quiconque puisse réagir, le fauteuil bascula dangereusement sur le côté. Sans réfléchir, Adora se précipita, attrapa le fauteuil et, se servant de son corps, l'empêcha de basculer complètement. Ce faisant, elle se blessa l'épaule et s'égratigna le genou, mais la chaise se stabilisa. Chef était secoué et, pour la première fois depuis longtemps, il avait peur, non pas pour lui, mais pour elle. De retour au manoir, tandis qu'une infirmière soignait ses égratignures, il s'attardait, maladroitement, le visage empreint de culpabilité. « Tu n'étais pas obligé », commença-t-il, mais Adora le coupa doucement. « Peut-être que je l'ai fait. Pas à cause d'un quelconque contrat. Mais parce que je m'en soucie. » Leurs regards se sont croisés, sans voile, pour une fois. Et dans cet instant fragile, quelque chose changea. Le chef lui prit la main, et pour la première fois, Adora ne la retira pas. La douleur les avait rapprochés, mais c'est la gentillesse, mutuelle, spontanée, brute, qui commença à les ressouder. Cette nuit-là, le chef demanda à Dick de lever toute surveillance dans la chambre d'Adora. « Elle n'est pas prisonnière, dit-il simplement.
Et même si les murs du manoir n'avaient pas physiquement changé, Adora savait qu'elle n'était plus de passage. Elle commençait à s'intégrer. La paix ne dura pas longtemps. Au matin, les tabloïds s'embrasaient de gros titres scandaleux, une villageoise devient la compagne ou la concubine d'un milliardaire. Une photo floue d'Adora essuyant la sueur du front de Schiff au centre de thérapie était devenue virale. Son nom, son visage et son histoire, mi-vraie, mi-inventée, étaient placardés sur les réseaux sociaux. Le téléphone d'Adora vibrait sans cesse, son cœur battant à tout rompre à chaque notification. La honte menaçait de la submerger. Elle était assise dans le salon, humiliée, tandis que le personnel chuchotait. Mais le chef, pour la première fois depuis des années, convoqua de son propre chef une conférence de presse. Dans une salle remplie d'appareils photo étincelants et de journalistes sceptiques, il s'est avancé jusqu'au podium et a dit d'une voix ferme, « Oui, Adora vit avec moi. Non, ce n'est pas un achat. Elle est ma force. Ma dignité. Elle n'est pas à vendre. » Internet s'est à nouveau enflammé, mais cette fois, différemment. La vidéo est devenue virale, non pas comme un scandale, mais comme une déclaration. De retour au manoir, Adora a regardé l'enregistrement en larmes. Schiff s'était exposé au ridicule pour la protéger. Et pour la première fois, elle crut que ce n'était pas de la pitié. C'était plutôt de la dévotion. Quelque chose qu'aucun d'eux n'avait encore osé nommer. L'atmosphère entre Adora et le chef abadique était devenue douce et chargée, comme l'air chaud avant l'orage. Un soir, après le dîner, ils s'installèrent dans le jardin sur le toit que le chef n'avait jamais utilisé, jusqu'à ce qu'Adora le ravive avec de nouvelles plantes et de nouvelles lumières. Les lumières de la gosse scintillaient en arrière-plan tandis qu'il parlait de tout, sauf du passé, des livres, de la musique, des rêves qu'aucun d'eux n'osait exprimer à voix haute jusqu'alors. Puis il se tourna vers elle, à voix basse. « Regrettes-tu tout ça ?» Elle le regarda dans les yeux, des yeux qui ne la voyaient autrefois que comme une transaction, et dit, « Je regrette d'avoir fait confiance au roi. Mais pas ce voyage. Je ne suis pas ce que je suis devenu ici. » Sa main effleura la sienne, hésitante. À cet instant, des années de silence, de honte et de cicatrices se dissipèrent lorsque leurs lèvres se rencontrèrent, brèves mais brûlantes. Adora se recula presque aussi vite, surprise par ses propres sentiments. « Je suis désolée, » murmura-t-elle en se levant. « Ce n'est pas que je ne l'ai pas ressenti. Je ne sais pas encore ce que ça veut dire. » Le chef hocha la tête, l'expression indéchiffrable, mais l'adoucissement de son regard trahissait l'espoir. Cette nuit-là, elle ne dormit pas beaucoup. Ce baiser la hantait, non pas parce qu'il était mal, mais parce qu'il lui semblait juste. Elle n'était plus la femme qui arrive brisée aux portes d'un manoir. Elle était quelqu'un qui s'éveillait à une seconde chance. Et l'idée même de vouloir ce genre de choses l'effrayait plus que tout. On frappa à la porte en milieu de matinée. L'avocat du chef, Maître Hidoko, était revenu, document à la main, un léger froncement de sourcils. Le contrat d'1 an approchait de son expiration, et il devait discuter d'un renouvellement ou d'une résiliation. Adora surprit la conversation en passant devant le bureau et resta silencieuse sur le seuil lorsque le chef répondit fermement, « Il n'y aura pas de renouvellement. Pas dans ces conditions. » Son cœur s'emballa. Au début, ces mots lui semblèrent un rejet, jusqu'à ce qu'elle intervienne et que le chef se tourne vers elle. « Je veux que tu restes. Mais pas à cause d'un quelconque contrat. Seulement si vous le souhaitez. » Monsieur Hidoko parut mal à l'aise, sentant le changement d'attitude, et s'excusa. Restée seule, Adora s'assit en face du chef, les émotions en ébullition. « Tu dis ça maintenant, mais sais-tu qui je suis quand je ne suis ni en colère, ni brisé ? Je dois la retrouver. Pas ici. Pas encore. » Ces mots n'étaient pas perçus comme un rejet, mais comme une déclaration. Elle ne partait pas parce qu'elle s'en fichait. Elle partait parce qu'elle voulait revenir entière. Le chef comprenait, même si la douleur dans sa poitrine lui disait le contraire. « Alors, va-t'en, dit-il. Et si tu reviens, que ce soit pour toi. Pas pour moi. » Et comme ça, leur histoire s'est arrêtée, pas terminée, pas brisée, mais laissée ouverte comme une porte qui attend qu'on frappe. Le retour d'Adora à Inugu ne fut pas sans heurts. Ngozi l'accueillit comme une sœur perdue, l'enveloppant de rires, de nourriture et d'histoires de leur jeunesse. La conférence sur l'autonomisation des femmes ne ressemblait en rien à ce qu'Adora avait imaginé. Des femmes de tout le Nigeria ont partagé des histoires crues, douloureuses et triomphantes. Elles n'ont pas murmuré par honte.
Elles ont hurlé pour survivre. Quand ce fut son tour de parler, Adora hésita. Mais Ngozi la poussa du coude avec une simple phrase, « Dis-leur pourquoi tu es encore debout. » Et c'est ce qu'elle fit, sans citer de nom, sans se présenter ni comme une victime ni comme une héroïne. Elle a simplement dit la vérité. Cette nuit-là, sous les étoiles inugues, elle repensa aux paroles du chef, « Tu n'as jamais été un achat, tu es devenu mon but. » Ces mots s'étaient gravés en elle comme de la poésie. Mais même si son cœur penchait pour lui, elle devait s'assurer que sa décision ne soit pas motivée par la gratitude ou la peur de la solitude. Mama Ebera, toujours sage et attentive, avait dit au cours du dîner que lorsqu'une femme trouve la paix en son nom, personne ne peut la renommer avec honte. C'est à ce moment-là qu'Adora sut qu'elle pouvait retourner à Lagos. Non pas comme une jeune fille vendue, mais comme une femme choisissant sa propre voie. Et peut-être, juste peut-être, choisissant aussi l'amour. Lors de sa dernière matinée à Inugu, Adora traversait le marché pour acheter de la nourriture pour Mama Ebera lorsqu'elle aperçut un homme assis, affalé, sur le trottoir. Sa chemise en lambeaux collait à sa silhouette osseuse, et une main désespérée se tendait vers les passants. C'était Kin. Son cœur bondit, non pas d'amour, mais d'incrédulité stupéfaite. Leurs regards se croisèrent. Il essaya de sourire, mais sa fierté était morte bien avant cet instant. « Adora, aide-moi » croassa-t-il. Ils ont tout pris. J'avais tort. L'homme qui l'avait vendu mendiait maintenant à ses pieds. Mais elle n'a pas pleuré. Elle ne l'a pas maudit. Elle a simplement dit, tu as joué avec plus que de l'argent. Et maintenant, tu as tout perdu. Kin essaya de la suivre, lançant des excuses qui sonnaient creux. Adora continua de marcher. Ses larmes ne vinrent que plus tard, alors qu'elle se tenait dans la chambre de Mama Ebera, regardant sa mère prier en paix, en bonne santé et souriante. Elle la serra fort dans ses bras. « Je pars ce soir, dit-elle. À Lagos. » Sa mère la regarda avec une douce fierté. « Alors, par le cœur pur, ma fille. Ne partez pas comme quelqu'un de revenu, mais comme quelqu'un de ressuscité. » Et avec cette bénédiction, Adora embarqua. Sans se retourner. Le chapitre de la vie de Kin s'était enfin, complètement et miséricordieusement clos. Le portail d'entrée du manoir Aqua avait la même apparence, mais cette fois, Adora n'hésita pas. Elle entra, valise à la main, le pas assuré et le cœur serein. Le personnel cligna des yeux, surpris, hésitant entre appeler le chef ou l'accompagner jusqu'à sa chambre. Elle facilita sa décision en entrant dans le salon sans prévenir. Le chef était là, en train d'examiner les plans d'architecture. Quand il leva les yeux et la vit, les papiers glissèrent de ses genoux, et pendant un instant, aucun d'eux ne dit rien. Puis elle parla doucement, mais clairement, « Je ne suis pas ici à cause d'un contrat. Je suis ici parce que je t'ai choisi. Parce que je me choisis. » Le chef ne sourit pas, du moins pas au début. Au lieu de cela, il lui prit la main, la serra contre son cœur et murmura, « J'avais peur que tu ne viennes pas. » Elle répondit par un sourire larmoyant. « J'avais peur aussi. » Ce soir-là, ils ne fêtèrent pas ça avec du champagne ni de grands discours. Ils étaient simplement assis côte à côte dans le jardin, respirant le même air. Le manoir ne ressemblait plus à une transaction, mais au début d'un bien acquis. Pas parfait. Pas facile. Mais réel. Adora était revenue non pas pour conclure un accord, mais pour commencer une nouvelle vie. Un mariage uni par le choix, la force et, enfin, l'amour. La fondation était une idée de Chif, mais c'est Adora qui lui a donné vie. Après son retour, elles ont investi toute leur énergie dans la création d'une organisation pour soutenir les femmes contraintes à des mariages abusifs, en leur proposant une aide juridique, un accompagnement psychologique et une formation professionnelle. Le nom de la fondation a été choisi par Adora elle-même, Reclin, une déclaration d'action simple mais audacieuse. Elle est devenue le visage du projet, non pas comme une célébrité ou un cas à plaindre, mais comme une survivante qui défendait désormais une cause plus grande. En la regardant s'exprimer lors de panels, serrant la main de femmes en souffrance, Chif restait souvent assis en silence au fond, le cœur gonflé d'une fierté dont il ne se serait jamais cru capable. Elle avait autrefois été une transaction, certes, mais maintenant, elle était en pleine transformation. Kisholm, toujours sceptique, avait mis du temps à s'attacher à Adora. Mais être témoin de son travail, de sa grâce et de l'amour évident qui l'unissait à Chif adoucissait même ses jugements les plus durs. Un après-midi, après une longue réunion du conseil d'administration, Kisholm s'approcha d'Adora et,
avec sa franchise bien à elle, lui offrit un gage de paix, « Tu n'es pas celle que j'attendais. Tu es plus forte que la plupart des femmes que je connais. » Adora sourit et répondit, « Je n'ai pas survécu pour impressionner qui que ce soit. J'ai survécu parce que je n'avais pas le choix. Maintenant, je vis parce que je vis. » Depuis ce jour, une alliance subtile s'est formée entre eux. Le manoir, autrefois une prison froide, s'est peu à peu transformé en un foyer chaleureux et déterminé, animé de rires et rempli de voix de femmes réécrivant leurs histoires. L'annonce d'une réunion de famille a ravivé l'anxiété dans la vie de Schiff. Ses frères et sœurs, arrogants et distants, avaient toujours désapprouvé ses choix, et ils arrivaient maintenant à Lagos pour évaluer la situation. Ils arrivèrent avec des langues acerbes, des insultes voilées et des regards critiques, traitant Adora comme une invitée surprise à sa propre table. Mais elle ne broncha pas, vêtue d'un simple et élégant panier de perles de corail offerte par Mama et Bora. Adora leur fit face avec un calme qui déstabilisa leur supériorité. Elle ne parlait que lorsqu'on lui adressait la parole, mais quand elle le faisait, c'était avec clarté et force. Je n'ai jamais été achetée. J'ai été placée dans une situation qu'aucune femme ne devrait jamais affronter. Mais j'ai choisi de me lever, et je ne m'en excuserai pas. Un silence s'ensuivit, gênant et attendu depuis longtemps. Le chef la regarda avec fierté, la poitrine serrée au souvenir de la femme brisée qui était entrée un jour chez lui en silence. Elle se tenait désormais à ses côtés telle une reine, n'attendant pas l'approbation, mais s'appropriant son espace. Si sa famille résistait, elle ne pouvait plus nier la transformation, tant chez Schiff que dans la vie qu'il avait construite avec Adora. Plus tard, tandis que les invités partaient dans un silence gêné, Schiff lui prit la main dans le couloir et murmura, « Tu ne les as pas conquises comme ça. Tu étais plus grand que tous. » Et Adora, d'une voix douce mais ferme, répondit, « Je ne suis pas venu ici pour gagner. Je suis venu pour être vu. » À cet instant, il savait que, quelles que soient les tempêtes, il les affronterait d'égal à égal. Il n'y eut ni grand geste, ni cérémonie fastueuse, ni violonistes engagés, ni feu d'artifice. Tout se passa discrètement, lors d'une promenade dans le petit centre communautaire qu'ils avaient ouvert sous les fondations récupérées. Le chef s'arrêta devant une fresque peinte par des survivants, un arbre aux branches brisées mais encore en fleurs. Il regarda Adora et dit simplement, « Je ne veux pas marcher devant toi, ni derrière toi. Je veux marcher à tes côtés. En tant que partenaire. En tant que mari. Veux-tu m'épouser ?» Il n'y avait pas de bague, juste une vulnérabilité dans sa voix, bien plus précieuse. Adora ne répondit pas immédiatement. Elle se détourna pour cacher les larmes qui lui montaient aux yeux, une vague de souvenirs la submergeant, trahison, survie, redécouverte, et maintenant, ceci. Elle se retourna et le regarda dans les yeux. « Oui, dit-elle. À une condition, que nous n'oublions jamais qui nous étions. Que nous n'oublions jamais comment nous en sommes arrivés là. Et que nous construisions un avenir qu'aucun de nous n'aurait jamais imaginé mériter, mais que nous savons maintenant mériter. » Ils ont accueilli sous cette fresque le poids de leur passé se fondant dans la promesse de leur avenir. Il n'y avait pas de témoins, mais les murs qu'ils avaient aidé à reconstruire et les histoires qu'ils avaient réécrites ensemble. Plus tard dans la nuit, tandis que Schiff roulait à ses côtés dans le jardin sous les étoiles, Adora posa sa tête sur son épaule et murmura, « J'ai dit oui pour moi. Mais j'ai aussi dit oui pour toutes les femmes qui pensaient que leur vie était finie alors qu'elle ne faisait que commencer. » Leur mariage n'était pas extravagant, mais sacré. Célébré dans la cour du manoir autrefois source de douleur, il rayonnait désormais de joie à chaque recoin. Mama Hébert dirigea une prière sous une arche d'hibiscus, les bénissant de versets qui résonnèrent dans le jardin. Kishon se tenait aux côtés du chef, témoin non seulement de ses vœux, mais aussi de sa guérison. Adora portait une robe de dentelle ivoire, simple et majestueuse, et ses cheveux étaient tirés en un chignon bas orné d'orchidées blanches. Sa voix était ferme lorsqu'elle prononça ses vœux, elle résonnait de certitude, « Je viens à toi non pas comme une personne vendue, mais comme une personne qui a choisi. Je n'apporte rien d'autre que ma vérité, ma force et mon amour. » Le chef, les mains tremblantes, prit ensuite la parole, « Tu n'as jamais été ma propriété. Tu as toujours été la seule chose que je pensais ne pas mériter. Et maintenant, je jure de passer ma vie à te prouver que tu as toujours été plus que suffisant. » Tous les invités avaient les yeux secs. Tandis que DAG distribuait des flûtes de champagne et que le docteur Awil portait un toast à l'amour comme thérapie de l'esprit, Adora et Schiff dansaient. Ou plutôt, elle dansait autour de lui tandis qu'il souriait, son fauteuil roulant désormais moins contraignant qu'un trône. La joie n'était plus une étrangère dans cette maison.
Le rire était revenu dans les couloirs, et les odeurs de jollof et de chèvre grillées emplissaient l'air. La musique de leur nouvelle vie avait commencé, elle était honnête, imparfaite et belle. Ils n'étaient pas complètement guéris, mais ils guérissaient, ensemble. L'auditorium était plein. La première conférence nationale de la Fondation Reclin avait attiré des femmes de toutes les régions, certaines brisées, d'autres en pleine construction, toutes courageuses. Sur scène, Adora était devenue un symbole de résilience et de renouveau. Vêtue de violet profond, micro à la main, elle s'est adressée à la foule. « Je m'appelle Adora. Pendant longtemps, on a essayé de me rebaptiser, épouse, propriété, victime, scandale. Mais aujourd'hui, je revendique à nouveau mon nom. Et vous aussi. » La salle a applaudi à tout rompre, mais le moment qui a fait trembler sa voix a été lorsqu'elle a dévoilé la plaque commémorative de la nouvelle initiative de la Fondation, Her Own Name, un réseau de soutien aux femmes sortant de mariages forcés ou abusifs. Elle avait transformé ses cicatrices en un plan de survie. Elle n'avait pas seulement repris sa vie en main, elle l'avait reconstruite. Chiff regardait depuis le premier rang, tenant la main de Mama Ebera. À côté de lui, Chisme filmait le discours, les larmes aux yeux. À la fin de l'événement, tandis que les femmes faisaient la queue pour embrasser Adora et partager leurs histoires, elle a ressenti quelque chose qu'elle n'aurait jamais imaginé en entrant dans la demeure du chef, la paix. Non pas celle qui masque la douleur, mais celle qui, forte et vivante, naît d'une volonté. Son parcours avait commencé par la trahison, mais s'est terminé dans la dignité. Non pas parce qu'un homme l'a sauvée, mais parce qu'elle s'est sauvée elle-même et a choisi d'aimer à nouveau, cette fois à ses conditions. Et ce fut son plus grand triomphe. Merci d'avoir regardé. Dites-nous ce que vous avez aimé dans cette histoire. N'oubliez pas d'aimer et de vous abonner. Activez également les notifications de publication pour recevoir les nouvelles histoires.